Le but de tout artiste, c'est évidemment de créer, mais c'est qu'il y ait une réception en face. C'est que des gens l'écoutent, que des gens aiment la musique, la partagent, que ça vive en fait. Alors c'est pas que juste une histoire de rémunération, c'est vraiment une histoire de est-ce que ma musique va changer des vies, toucher des gens. Est-ce que les gens ils vont se marier dessus. Est-ce que ça va être dans la vidéo de chat. Ouais, dans une vidéo de chat, mais est-ce que ça va accompagner leur vie en fait? Est-ce que ça va s'inscrire dans l'inconscient collectif? Est-ce que ça va accompagner des moments importants de leur existence? Voilà, donc c'est ce que tous les artistes ils cherchent ça en réalité. Agent Double. Je suis Pascal Wakim. Je suis Rand Kalek. Vous écoutez Agent Double, le podcast qui dévoile les secrets des relations agent-talent. Un jeudi sur deux, nous recevons un ou une invitée qui vient nous parler de ce métier si particulier, celui d'agent. Le podcast Agent Double, c'est mettre pour une fois dans la lumière celles et ceux qui œuvrent dans l'ombre pour le succès des autres. Pour ne rater aucune de nos missions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Agent Double ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour des contenus exclusifs, suivez notre page Instagram Agent Double Podcast. Ils travaillent avec Netflix, Nike ou encore Riot Games. Derrière eux, des artistes comme French 79, Kid Francescoli ou Wax Taylor. Aujourd'hui, on reçoit non pas un, mais deux agents, Olivier Rigou et Gilles Lardou, qui nous ouvrent les portes d'Alterca, leur société de services dans la musique, où ils accompagnent les chansons et ceux qui les portent vers des succès parfois planétaires. Comment on place une chanson dans un catalogue, sur une série ou un film, vous allez tout comprendre dans ce nouvel épisode d'Agent Double. Bienvenue, Olivier et Gilles. Et en fait, on se demandait, Alterca, donc c'est votre boîte que vous avez fondée vers 2007, c'est quoi le cas de Alterca? On va laisser la parole au troisième qui n'est pas là et qui habite juste en face. On va l'appeler. C'est un grand mystère, nous-mêmes ne le savons pas. Ah bon? Ouais, C'est-à-dire, qui a trouvé le nom? Guillaume avait monté la structure, la société Alterca avant qu'on travaille ensemble. Okay. Ouais. Et d'après ce qu'on sait, ça n'a pas de sens particulier. Ok. Donc on a envie, Est-ce que nous, c'est on y pas met un peu comme Citizen mystère. K ou un truc comme ça? Il n'y a pas une référence à ça ou non? On ne sait pas trop, D'accord. on n'a jamais réussi à savoir. Okay. C'est un grand mystère même pour Mais nous, lui, et il le même sait lui pas, ne le sait c'est pas, vrai ou il garde ça bien secret. Ouais. D'accord. Ok. Donc on Je n'a sais pas la pas, Ni genèse le alter d'ailleurs, hein, ça peut être plein de choses. Non, mais je pense Guillaume avait plutôt une formation business affaires juridiques et je pense que de mémoire, il avait dû créer la société dans le cadre presque d'un truc de DESS ou de master, je sais plus quoi, un exercice de style Ok. qu'on lui avait demandé à la fin de ses études. Et il avait cette coquille vide et il a dû choisir un nom comme ça un peu au débeauté. Et je pense que le côté un peu, le côté un peu, J'ai j'ai des dit très belles débeauté, expressions dans Agent Double. et peut-être le côté, je sais pas, un peu latin. Et je crois aussi que le fait que ça soit un A, ça lui permettait d'être en haut de la liste alphabétiquement. Ah, Donc, je oui. pense qu'il y avait un truc comme ça, il c'est m'avait une dit. question de page jaune, en fait. Ouais, une question de page jaune, voilà. Ok. Donc Bah, jaune, personne ne connaît ça pas va jaune, bien il faut d'agir, expliquer ce que c'est pas jaune. Maintenant, on compose, Je remets dans le contexte. Maintenant, on Après compose avec 2025, ça, voilà. c'est clair. Mais en même temps, c'est pratique, c'est assez international, les gens le retiennent facilement, donc voilà. Ok. Ok. Bon, Bon, on retient. Désolé de ne Il n'y a On pas va de en dire vrai. plus, mais non, on mais fera la même chose c'est depuis. une On a réponse comme essayé. une autre. Il n'y a pas de vrai sens à tout ça, mais c'est pas grave. Et bien, justement, peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu plus, justement, qu'est-ce que vous faites à Alterca? Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de départements, et pour clarifier un peu. Ouais. Et ce qu'on aimerait, c'est avoir des vraies définitions pour que les gens comprennent les mots que vous allez employer, parce qu'ils ne sont pas tous connus de tout le monde, et qu'on puisse vraiment comprendre, suivre et vraiment intégrer en fait votre métier. Tu veux y aller? Ouais, pas de souci. Eh ben, alors, Gilles l'a dit, on a un groupe maintenant. Nos 3 piliers, c'est l'édition. Donc l'édition, c'est vraiment s'occuper des droits des auteurs-compositeurs et travailler avec la SACEM. Donc voilà, c'est vraiment l'œuvre originale. Enfin, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière une chanson? Il y a une œuvre, il y a une partition, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui composent. Voilà, et on travaille avec la SACEM, donc qui est la société de gestion Des en droits. France, voilà, des droits. Donc ça, c'est vraiment notre premier métier. Voilà, on est éditeur. En anglais, on dit publishing, voilà, mais on est éditeur en France. La deuxième activité, elle est directement liée à l'édition, c'est la synchro. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le licensing en anglais. La synchro, en fait, c'est la musique à l'image, c'est le fait de vendre une chanson pour une pub, pour une série, pour un film, pour un jeu vidéo, voilà, pour un événement. Voilà, ça, c'est vraiment... C'est de l'utilisation secondaire de musique. Mais c'est de la musique préexistante. C'est de la musique C'est pas de la préexistante création d'artistes. Non. sur une commande.
Voilà, ça c'est en gros on prend s'occupe un d'artistes, tube, voilà, une chanson qui existe, chansons, et vous la vendez tubes ou pour pas. Parfois c'est même des chansons qui sont pas sorties, mais donc on espère que ça va devenir un tube. Ouais. Mais voilà, notre travail c'est ça, c'est en gros on prend des titres et on les vend. Donc on est agent sur cette partie-là. Et la troisième partie qui est fondamentale dans notre activité, c'est la distribution. La distribution, c'est-à-dire qu'on a un canal pour toucher les plateformes de distribution, que sont Apple, Deezer, Spotify, YouTube. Il y en a plein d'autres, Qobuz, Tidal et compagnie. Le travail, voilà, c'est de marketer, en fait. C'est pas juste de mettre à disposition et d'uploader un titre pour que ça soit disponible, parce que ça, tout le monde sait à peu près le faire, même les artistes eux-mêmes. Mais le travail, effectivement, c'est de mettre en valeur, de travailler l'algorithme, de travailler le profil des artistes. C'est de la visibilité, quoi. C'est de la visibilité, voilà, c'est d'optimiser le nombre de streams en fait sur les plateformes pour que les artistes génèrent des revenus, touchent de l'argent. Voilà, mais en fait, votre rôle d'agent, entre guillemets, c'est un petit peu sur les deux. Parce que finalement, la distribution aussi, ça demande à ce que tu mettes en avant tes artistes. Tout à fait. Ouais. En fait, en réalité, sur les trois segments, que ce soit l'édition, la synchro ou la distribution, on est agent. Alors nous, on n'utilise pas forcément ce terme-là parce que parce qu'on a plein de noms dans nos métiers. Ouais. Mais en tout cas, en réalité, on est toujours agent parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui nous confie quelque chose pour qu'on en fasse la promotion et qu'on l'optimise, qu'on génère des revenus. D'une manière voilà, donc, on est représentant. Intermédiaire. Ouais. Donc parfois on est ayant droit au sens, c'est-à-dire que ça nous appartient, les droits nous appartiennent. Parfois on est juste commissionné, on a un rôle on est moins impliqué dans le développement, mais en réalité ça revient toujours un peu au même, quel que soit le filtre. Notre travail c'est de mettre en valeur l'œuvre qui nous est confiée, le titre qui nous est confié, quoi. Vous pouvez nous donner des exemples concrets d'une œuvre, pour les 3 étapes par exemple? Oui, bien sûr. En édition, même si maintenant on fait toujours dans les termes, le même métier que ce qu'on faisait en 2007 ou avant, le métier a quand même beaucoup changé. Mais alors, pour répondre à ta question, l'édition, le travail d'un éditeur, c'est de fixer l'œuvre, c'est-à-dire un peu comme un registre chez le notaire, en fait, il faut qu'on dise à qui appartient la composition, qui l'a écrit, qui l'a composé. Donc là, on dit, il y a tel auteur-compositeur qui a bossé à tel pourcentage sur cette œuvre. Quand je dis une œuvre, c'est une chanson, en fait. C'est-à-dire que ça dépend, dans un disque, dans un album, il peut y avoir 15 chansons et ça ne va pas toujours être ça va pas toujours être les mêmes crédits. Et comment tu quantifies justement ça, c'est un dialogue avec les ayants droit, que sont les auteurs-compositeurs, parfois aussi les arrangeurs. Il n'y a pas de conflit? Si, il peut y avoir parfois des discussions. Ouais. On essaye toujours de représenter. Alors en plus, c'est difficile parce qu'on n'est pas forcément en studio. Oui, toi, tu parfois, peux pas ça dire, s'est fait à distance, parfois, ça s'est fait dans le temps. Ouais. Donc voilà, donc après, il y a quand même des us et coutumes. Voilà, on essaye de respecter au mieux la réalité et puis de faire en sorte que les artistes ne se fâchent pas entre eux, parce qu'après, une œuvre, on ne sait pas ce qu'elle va devenir et ça va peut-être les suivre pendant des décennies ou leur survivre. Et autant que tout le monde soit content et se sente pas lésé, se dise j'ai que 15%, alors qu'en vrai j'avais fait tout le boulot, quoi. Donc on fait ce travail avec la SACEM, c'est-à-dire qu'on la dépose. Donc voilà, en gros la SACEM, eux, ils ont un registre et c'est écrit noir sur blanc, Alterka, éditeur de telle œuvre, écrite et composée par telle personne à hauteur de 50%, 25%, voilà. Et vous touchez quelque chose quand vous déposez une œuvre? Alors, pas quand on dépose l'œuvre, parce que l'œuvre, c'est juste un bout de papier. Mais est-ce que l'œuvre va prendre de la valeur? Ça, c'est une partie de notre travail. Et oui, et on a différentes façons de lui faire prendre de la valeur. Et ça, c'est le travail de l'éditeur après, parce que déposer l'œuvre en soi, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est juste une partition ou une chanson. Notre travail, justement, après, ça va être de la développer, de faire en sorte... et là, ça passe dans les autres canaux, en fait. C'est voilà, là ça. Les canaux de l'exploitation, en fait. Voilà. Il faut qu'on est là pour l'exploiter ou aider à la faire exploiter. Excuse-moi, je te coupe. Non, bien sûr, mais c'est ça. Déjà la fixer avec un label, un producteur qui va enregistrer l'œuvre, ou plusieurs labels qui vont faire des covers, etc. Et ça reste des enregistrements différents, mais toujours avec les mêmes auteurs-compositeurs et le même éditeur. Éventuellement en live, les artistes qui vont les jouer, etc. Et toute exploitation est censée, il y a quelques
petites exceptions, toute exploitation est censée rapporter de l'argent aux auteurs-compositeurs. Voilà. Et nous, notre métier, c'est de collecter cette part pour eux, ou de les aider à collecter avec la SACEM, avec des sous-éditeurs à l'étranger, par exemple, sur des exploitations synchro, comme on a parlé, donc en cédant les droits, et ensuite en répartissant, nous ou la SACEM, les droits entre les différents auteurs, compositeurs et éditeurs. Donc quand vous cédez les droits d'une œuvre, là c'est facile de récolter puisque c'est vous-même qui avez fait l'action de céder les droits, donc vous savez très bien tout de suite comment elle va être exploitée, qui va l'exploiter et pourquoi. Mais les moments où vous avez plus de mal à savoir comment l'exploiter, comment vous faites pour vous assurer de pouvoir récupérer parce qu'effectivement, une œuvre, une chanson peut être vie, peut passer quoi. à la radio, passer à la télé, être jouée en live, être reprise. Comment vous surveillez toute cette exploitation C'est typiquement le travail de la SACEM de surveiller ces exploitations radio, enfin pas de surveiller, mais de collecter les exploitations radio et télé et disques, par exemple, et même Spotify, et à nous d'assurer un suivi, ce qu'on appelle le tracking, de vérifier que toutes les exploitations, alors toutes dans le détail ou dans des grandes masses aussi, de surveiller que les exploitations soient bien payées, que 1 million de streams sur Spotify correspondent bien à ce que l'artiste, l'auteur, le compositeur et l'éditeur ont bien touché des droits sur 1 million de streams. Okay. Voilà. Et quand une œuvre elle est samplée et qu'elle est juste utilisée un tout petit peu, quelques secondes, c'est compliqué. Mais ça nous arrive souvent. Mais c'est un peu une exception, mais j'essaie de... C'est une exception, mais effectivement, en fait, c'est un bout d'œuvre qui est incorporé à une nouvelle œuvre. Donc tu peux quantifier. Ça, le sample. Donc voilà, donc nous, on a un pourcentage. Voilà. Okay. Cette œuvre est composée à 20% ou 50% ou 80% d'une autre œuvre, donc nous, on est éditeur, ou l'inverse. Okay. Est-ce que c'est une difficulté d'aller rechercher les endroits où elle est utilisée sans consentement, sans permission Comment est-ce qu'on se défend de ça C'est une difficulté. Alors, on a... donc la SACEM fait un gros travail là-dessus, sur tout ce qui est... tracking de tout ce qui est médias traditionnels et utilisation traditionnelle. Donc radio, télé, la radio fonctionne très bien, parce qu'il y a des canaux très efficaces de tracking et de déclaration des diffuseurs. Et le live a toujours été compliqué, maintenant de moins en moins, parce que la SACEM a mis en place beaucoup d'outils, et on parle de ça et on décline dans tous les territoires. Et là, on fait appel à des l'émergence spécialistes. d'Internet, ça a un peu fait peur, j'imagine, pour les ayants droit, parce qu'ils se sont dit, là, on va se faire exploiter sans pouvoir rien contrôler, ça va aller dans tous les sens. Je ne sais pas si ça a vraiment fait peur, parce que l'histoire de la musique est liée à des canaux de diffusion, à la technologie, à l'évolution. Donc, alors oui, il y a eu toujours une part d'incertitude, mais justement, nous, on recrute des personnes pour ça, on investit dans les logiciels, dans des abonnements, on met des process en place avec les artistes, les tourneurs, les producteurs audiovisuels avec qui on travaille. Donc voilà, on fait tout ce travail de suivi-là. Ouais. Et puis après, comme l'a dit Gilles, et c'est vrai que c'est important de le répéter, parce qu'elle n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur, mais on a la chance d'avoir la SACEM en France, qui est vraiment une société de gestion collective qui est super efficace, et on pourrait peut-être pas faire ce métier-là aussi bien si on était dans un autre pays, parce que la SACEM est vraiment, c'est une machine. Alors ouais, c'est pas facile, mais son métier est pas évident, parce qu'il y a des milliards d'exploitations, comme vous l'avez compris. Et puis plus on avance dans le temps, plus il y a du back catalogue, plus il y a de nouvelles chaînes, plus il y a de nouveaux canaux de diffusion. Ça va être TikTok, Instagram, enfin eux leur travail c'est de vérifier tous les canaux de diffusion possibles et inimaginables qui utilisent de la musique pour faire du chiffre d'affaires. Et c'est là on bascule vers la deuxième chose que vous faites, la synchronisation. Voilà, alors la synchro, donc en anglais on dit licensing, le travail en fait c'est justement de licencier, c'est-à-dire de vendre. Alors soit on vient nous voir, c'est de l'appel entrant et on vend, soit notre travail c'est du travail de commercial, et ça en vrai c'est ce qu'on fait au quotidien, parce qu'il faut faire vivre les œuvres, et notre travail c'est pas attendre justement qu'on nous appelle, c'est d'aller frapper à la porte, frapper aux portes des clients potentiels et de leur mettre nos clients potentiels en synchro. C'est des producteurs audiovisuels, donc des producteurs de films, de séries. Parfois c'est les diffuseurs, parce qu'ils sont aussi producteurs, donc ça va être Netflix, HBO, Disney, Amazon Prime. Après, ça peut être des gros
des gros producteurs que tout le monde connaît, Universal Pictures, Warner Bros Pictures, enfin voilà toutes les majors. Voilà. Après ça peut être des chaînes de télé comme France Télévisions ou Arte. Pour la partie pub, soit c'est des annonceurs des marques en direct. Donc on a la chance soit de travailler en direct avec les artistes, donc avec les marques. Donc juste de faire le lien entre le catalogue et les marques. Parfois on passe par des agences donc qui ont le budget, donc des grosses agences Publicis, choses comme ça qui ont un portefeuille de clients et dont le travail est de gérer les campagnes, de produire, de fabriquer les films, de fabriquer ce qu'on appelle les assets, donc c'est-à-dire toutes les déclinaisons pour les réseaux sociaux, les médias. Donc parfois c'est des éditeurs de jeux vidéo en direct. Ça grossit ça un petit peu, non c'est toujours un peu compliqué. C'est très compliqué le jeu vidéo. Mais voilà, ça c'est un autre. Je pense à des jeux où il y aurait des synchros, donc du licensing. Typiquement les GTA par exemple. Tout à fait. Ça on en a déjà eu plusieurs. Des chansons qui préexistantes pendant tout le jeu quand on est dans des voitures. Tout à fait. Il y a les radios. Mais sinon c'est de la créa souvent les jeux vidéo. Non, il y a les deux. Il y a les deux et on touche un point un peu sensible historiquement en France. FIFA aussi. Bien sûr, les playlists FIFA qui étaient hyper connus. On touche un point difficile en France, à savoir que le jeu vidéo a cette particularité que le producteur et le diffuseur qui vend le jeu vidéo, c'est le même. Et ce secteur a toujours du mal à comprendre la différence entre les deux droits. Et ne souhaitent pas payer ces deux droits. Parce que ça fait double peine, quoi. Eh ben non, c'est pas la même chose. Oui, mais dans leur tête, je veux dire. Voilà. Ils paieraient 2 fois. Voilà. Ok. Et donc, on a presque une non-relation tripartite entre la SACEM, les ayants droit et le jeu vidéo, qui, depuis des années, cherchent quand même une manière de travailler en France. Mais on a beaucoup de blocage avec des éditeurs de jeux vidéo qui ont pendant longtemps refusé de travailler avec des membres SACEM. Donc qui c'est spécifique à la France. C'est spécifique à la France, peut-être à quelques autres territoires. Et tout le monde essaye aujourd'hui de trouver une solution, mais c'est une situation qui dure depuis un certain temps. C'est un marché qui est très important et qui est pour nous, pour tous les ayants droit, très gênant de ne pas avoir de solution aujourd'hui et de laisser partir à l'étranger toutes les opportunités de tous les éditeurs de jeux vidéo français qui sont nombreux et très forts dans le monde. Et des auteurs-compositeurs qui font de la bonne musique. On en a beaucoup en France, mais il y en a beaucoup dans le monde entier. Donc quand on trouve pas... Quand les éditeurs de jeux vidéo ne trouvent pas ce qu'ils veulent aux conditions qu'ils veulent en France, ou n'importe qui, ils vont... Ils prennent Eurostar. Ça me ramène à ton rôle, Olivier. Donc, à partir du moment où un deal est fait, il y a une marque qui vous contacte, Netflix, etc. C'est toi qui choisis, en fait. En tant que directeur artistique, c'est toi qui choisis, qui propose. J'ai une équipe, donc effectivement, notre équipe, elle est plutôt... C'est un mélange entre... on appelle ça créa, agence, enfin on a un côté créatif, on a un côté agent, c'est-à-dire que voilà, on compose avec ce qu'on a, donc on essaie de répondre au brief au mieux ou d'avoir des bonnes idées, de proposer des choses qui sont sympas, qui rentrent dans les conditions aussi dans le cadre que nous impose le client. Il me dit voilà, j'ai tant d'argent, je veux être sur tel territoire pour tel truc, qu'est-ce que vous avez qui passe à peu près à ces conditions-là? Donc voilà, nous on essaie de faire rentrer dans les cases. Donc l'équipe avec laquelle je travaille, effectivement, c'est plutôt une équipe créa, mais qui a un côté commercial en réalité aussi. Donc les deux sont liés. Il y a un gros travail créa-mercial. Il y a un travail de curation parce qu'effectivement on fait des playlists, on fait des sélections. Donc c'est un peu comme si on était animateur radio ou curator d'exposition ou DJ. Donc voilà, notre travail c'est d'assembler, de faire un truc qui a l'air sympa à proposer sur le menu. Et après, quand c'est pris, quand il y a une touche, qu'on nous dit, je suis intéressé, le client nous dit, je suis intéressé par tel morceau pour telle campagne. Généralement, ça passe par ce qu'on appelle, le vrai terme, c'est le licensing justement. Et c'est-à-dire qu'on licencie. Et donc là, on a une équipe qui est dédiée à ça chez Alterka. L'équipe, c'est de vérifier bien tous les termes. Tous les territoires, toutes les durées, tous les assets sur lesquels ça va être décliné. Et de négocier au mieux le prix, le budget avec le client et de faire en sorte qu'il y ait un contrat qui fixe vraiment la condition d'exploitation dans le cadre de la campagne, ou du film ou de la série. Et vous, c'est en pourcentage que vous vous rémunérez dans l'histoire ou pas? Alors après, Alterka, ça dépend en fait si on est... ça dépend quel rôle on a. Ça dépend quel rôle on a en fait sur l'œuvre. Comme je dis, parfois on est
très en amont, parfois on est très en aval, parfois on a un gros pourcentage parce que on était là depuis le début, on a investi, on est label aussi parfois. Est-ce qu'on est éditeur à 100% ou est-ce qu'il y a un co-éditeur? Il y a plein de... On peut avoir différents types de pourcentages en fait sur une œuvre. Mais notre rôle, quel que soit en fait le pourcentage, c'est pas... Pour nous, c'est pas tant ça qui est le plus important. Évidemment, c'est plus important plus on a de pourcentage parce qu'on est mieux rémunéré. Mais notre travail reste le même en fait. Notre travail, c'est de faire matcher un titre avec un programme audiovisuel et d'avoir un contrat et d'avoir une somme après à reverser, la somme qu'on estime qui est juste. Alors pour situer un petit peu nos auditeurs sur les artistes avec qui vous travaillez, alors je ne saurais pas préciser sur quelle partie exactement, mais on a Chapelier Fou, Chinese Man, Fakir, Florian Pellissier, Jacques, Lailo, Mélissa Lavo, dont on a reçu l'agent, Clotaire Ruche, TTC, Wax Taylor, Yann Tiersen, Claude qui était à We Love Green ce week-end pour ceux qui l'ont vu. Et puis ce n'est qu'une toute petite portion des artistes que vous accompagnez. Encore une fois, je ne sais pas sur quel département exactement vous les accompagnez. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de participer à la découvrabilité d'un artiste ? Oui, et justement, le travail de l'éditeur, c'est de faire en sorte de faire découvrir des œuvres et de générer de l'argent. Mais quand on a commencé à travailler avec French 79 ou Kid Francescoli, qui sont maintenant des valeurs sûres de la French Touch internationale, en réalité, ils se sont construits une carrière internationale, alors évidemment par le live, par le disque, mais aussi par la synchro, parce qu'ils ont eu des pubs, des séries dans le monde entier, et les titres... Je veux dire, le jour où un titre sort, il est à 0 stream. Bon, c'est plus forcément le vendredi matin, mais il faut savoir que le vendredi à minuit, il est à 0 stream. Quoi qu'il se passe, l'artiste, il faut bien commencer un moment. Il y a 0 auditeur mensuel, il n'y a pas de tournée, il n'y a rien. Mais tu sens l'impact de la synchro aujourd'hui sur une œuvre? Alors parfois, il n'y a pas du tout d'impact. Parfois, on se dit ça va être trop bien, on a telle campagne ou telle série. Et au final, la chanson, ils utilisent la version instru avec beaucoup de bruit autour, des voix off, du sound design, et on ne l'entend pas et ça passe à la trappe. Et il n'y a pas beaucoup de Shazam ou c'est pas dans la playlist officielle pour X raisons. Et auquel cas, c'est pas de chance, mais on ne pouvait pas le prévoir. Ça nous arrive régulièrement. Hein. Régulièrement, on a des déceptions parce qu'on se dit trop bien, on est dans le film. Bon, on a vu un gros film avec Matt Damon, on avait plein d'artistes, plein de chansons, et genre... Même moi, en regardant le film, j'étais là, faut vraiment tendre l'oreille. C'est le la dièse. Donc bon, c'est le violon. ça fait pas... Parfois, t'es super déçu, c'est la vie, et les artistes aussi. Et à contrario, parfois, on a séries des... Netflix où genre... Voilà, par exemple, Stranger Things allumer les voilà, cases dans les oreilles avec la cassette. En fait, voilà, c'est un peu pareil que jouer à un festival. En fait, si tu joues à 14h quand à l'ouverture des portes, qu'il n'y a personne, il y a peu de gens qui vont te découvrir. Alors que si tu n'es pas forcément connu, mais que tu joues sur la scène B, après le headliner, peut-être qu'il va y avoir plus... Par hasard, tu vas... Enfin, par hasard, c'est pas du hasard, mais tu vas avoir 8000 personnes, et peut-être que sur 8000 personnes qui vont te regarder, il y en a 200 qui vont devenir des vrais fans. C'est un peu pareil en synchro. Si ta chanson elle est exploitée pendant 1 minute sur une scène mythique, en ouverture, en clôture de série ou un moment super important, ça donne tout de suite du poids. Et puis il va y avoir du Shazam. Et puis les gens, on le voit. De toute façon, on le voit direct. Généralement, les artistes sont tagués directement sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Et puis on voit un pic dans la courbe de stream. Voilà. Moi, il y a un film, je ne sais plus c'était lequel, où il y avait un passage où il y avait une musique, une chanson qui était synchronisée et elle était tellement bien, elle matchait tellement bien la scène que j'ai été voir. Elle avait peut-être 6 millions de streams et toutes ces autres chansons avaient 200. Ouais, ça arrive souvent. Bien sûr. Ça crée effectivement des disparités dans la discographie. Mais après, c'est la vie. Mais c'est jackpot pour l'artiste quand même. Ouais, parce que ça lui permet de toucher en fait un public qui n'aurait jamais touché autrement. Et le but de tout artiste, c'est évidemment de créer, mais c'est qu'il y ait une réception en face. C'est que des gens l'écoutent, que des gens aiment la musique, la partagent, que ça vive en fait. Alors c'est pas que juste une histoire de rémunération, c'est vraiment une histoire de est-ce que ma musique va changer des vies, toucher des gens. Est-ce que les gens ils vont se marier dessus? Est-ce que ça va être dans les vidéos de chat? Ouais, dans les vidéos de chat, mais est-ce que ça va accompagner leur vie en fait? Est-ce que ça va s'inscrire dans l'inconscient collectif? Est-ce que ça va accompagner des moments
important de leur existence. Voilà, donc c'est ce que tous les artistes ils cherchent ça en réalité. Et donc effectivement, une synchro peut amener ça parce que parmi tous les artistes qu'on a cités tout à l'heure, y a plein de gens qui les connaissent pas au Mexique ou en Allemagne ou au Japon, mais quand il y a une série, une synchro, là tout de suite tu touches un public de peut-être en millions parfois, en millions de personnes, bien sûr. et ça donne une exposition, une notoriété. Alors ça se traduit pas forcément en fans après derrière. Ouais. C'est juste les gens ils vont entre guillemets consommer, moi, j'aime pas trop le terme, mais ils vont être fans C'est de une la trend, chanson. quoi, c'est une tendance. Ils vont être fans de la chanson, pas forcément de l'artiste, et ça veut pas dire que ça va se transformer, mais parfois, c'est aussi tout le travail des gens qui accompagnent les artistes, que ce soit les tourneurs, les labels, les éditeurs, les attachés de presse. C'est de faire quelque chose de ces petits bouts, de ces petits frémissements qu'on commence à voir quelque part. On se dit, on a vu que ce titre marche bien au Brésil, est-ce que ça vaut pas le coup du coup cette fois d'essayer d'aller faire la tournée au Brésil? On commence par les petites salles, ainsi de suite, et on voit si ça prend. Voilà, en fait, on construit comme ça. Est-ce que dans le cinéma, par exemple, Tarantino, c'est le pionnier de ça? Je pense pas que c'est le pionnier, parce que par exemple, j'ai acheté une BO ce week-end à la Brocante à côté de chez moi, qui est le premier film de George Lucas, c'est American Graffiti, c'est ça? Exactement. Et American Graffiti, c'est déjà une compile de hits, c'est Bill Haley et compagnie, c'est une compile de hits 50s rock'n'roll. Ouais. Donc en fait, ça a toujours un peu existé quand même, les BO compiles, comme fait Tarantino. C'est-à-dire que Tarantino, il y a très peu de compos de mémoire. C'est quasiment que du licensing de chansons préexistantes. Alors, c'est vrai que Tarantino est devenu une référence qu'on cite tout le temps. Et... J'attends tous ces films pour la BO. Voilà. Mais c'est pas le seul, et il y en a eu avant, la preuve avec George Lucas, il y en a sûrement plein d'autres où... mais c'est vrai que Tarantino a réussi quand même à imposer une marque. C'est dingue. Et à capitaliser sur un truc. Et puis il arrive à vendre des compiles, des BO. American Graffiti, c'est un film connu, mais je veux dire, c'est moins culte qu'un Pulp Fiction ou Tout à fait. Bill, quoi. Est-ce qu'il y a des... parce que toi, Gilles, t'es head of licensing. Est-ce qu'il y a des synchronisations dont t'es super fier et qui ont cartonné pour toi? Ouais, on en a fait des belles avec un de nos artistes qu'on a le plus placé, c'est French 79, qu'on accompagne depuis 2015, je crois. Alors on déteste tous dans nos métiers le terme de musique asynchro, parce que ce n'en est pas, et la musique n'est jamais faite pour de la synchro, mais il y a des musiques et des musiciens qui fonctionnent beaucoup plus que d'autres, et la musique de French 79 fonctionne très bien, parce qu'elle répond vraiment très souvent aux besoins ou d'annonceurs ou de producteurs de séries. Il y en a eu pas mal. Dernièrement, qu'est-ce qu'on a fait en pub? Sinon, on a une très belle pub Michelin pour Le Monde. Avec, alors là, on revient à quelque chose dont on a discuté dès le début. On est nous sous-éditeurs du sample d'un titre des Chemical Brothers. D'accord. Donc on a initié cette synchro et ensuite négocié les droits avec nos autres partenaires, qui est devenue une pub monde sur plusieurs années pour toute la marque Michelin. On a récemment une telenovela au Brésil où un de nos artistes a un titre qui représente un des personnages et qui va être le fil rouge, qu'on ne verra certainement jamais en France, mais voilà, plein de petits succès. J'en ai pas un notable particulièrement, on en a eu beaucoup avec Le Temps est bon. Explique-moi juste comment une telenovela brésilienne vient vous chercher, vous, pour faire, tu vois. Alors, là, c'était un appel entrant, enfin un mail entrant plutôt. Et comment ils vous connaissent? Alors justement, ça justement, c'est ça le pouvoir de la synchro en fait, c'est que le titre en question avait déjà été synchronisé avant par Emily Paris sur la saison précédente. D'accord. Et comme dans tout métier, les gens font des tops de tops, des sélections de sélections, ils repiochent dans les choses qu'ils ont vu passer déjà à droite à gauche. Et le fait d'être déjà synchronisé, en fait, aide à être synchronisé encore plus. C'est comme quand tu es booké en festival, tu as plus de chances d'être booké sur les autres festivals, voilà, en tant qu'artiste. Donc c'est un peu pareil en synchro. En fait, il y a un effet boule de neige, en tout cas, qui fait voilà, que ça soit un Moon de Kid Francescoli, Le Temps est bon de Bon Entendeur, voilà, ou des choses, ou plein d'autres titres du catalogue, et pas que du nôtre, mais voilà, c'est en fait, si ça devient une référence dans la tête des gens qui travaillent en synchro, ils vont plus facilement aller vers ce titre-là ou cet artiste-là et revenir. Et donc voilà, dans le cadre précis de cette chanson
qui est dans une telenovelas brésilienne. Voilà, c'est vraiment ça. En fait, je pense qu'ils l'ont découvert parce qu'ils ont vu que ça avait déjà été pris dans Emily in Paris. Et ils se sont dit, il y a déjà il se passe déjà quelque chose sur cette chanson, ça a l'air de plaire, mais elle n'est pas connue au Brésil, ou pas très connue, mais on la verrait bien sur notre personnage. Mais et voilà. c'est facile de vous contacter, c'est-à-dire que la personne qui voit ce titre et qui veut ce titre-là, Très bonne question. il arrive facilement à... Alors, oui, c'est facile de nous contacter, pour la bonne et simple raison qu'on passe... 06. Alors, non, mais qu'en fait, on essaye d'avoir une traçabilité de notre catalogue, déjà, c'est important de faire tout le travail de métadata, de remplir les crédits, de référencement, tout. Après, on est aussi une marque maintenant. Alterka, c'est une marque dans le milieu du licensing dans le monde. Vous êtes quand même leader européen et Amérique du Nord en licensing. Ouais, en fait, on a ce truc. Alors, je sais pas si c'est la phrase exacte ou quoi, mais en tout cas, on est. C'est ce qui est sur sûr, votre site. c'est que c'est vrai. Alors, en tout cas, on est. Ce qui est sûr, c'est qu'on est clairement identifié. Ouais. Et on le voit bien. Enfin, quand on est contacté par le bureau de Nike dans l'Oregon, quand on est contacté par Riot Games qui fait Valorant en Amérique du Nord, je ne sais plus où est-ce qu'ils sont basés, ou qu'on est contacté par Netflix, je veux dire, on voit bien c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont contactés en direct pour ces trucs-là. Justement, ça me ramène à ma question, qu'est-ce qui fait la particularité d'Alterka ? Je pense que c'est un mélange de CV, c'est-à-dire qu'on est là quand même depuis longtemps. Il y a un gage de qualité parce que les clients savent qu'en termes de qualité de catalogue, on défend des artistes qui nous plaisent, qui ont un potentiel et qui a une touche, qui a une patte. Voilà, je pense qu'il y a ce côté un peu étiquette en fait qui plaît. Et puis après, il y a surtout, et c'est pour ça que j'ai mentionné les équipes licensing ou back office. Ils savent qu'en fait après tout est toujours carré en fait. Va pas y avoir de mauvaises surprises. Et un des nerfs de la guerre, c'est pas juste d'avoir de la bonne musique et être un bon commercial, ça c'est déjà très important, mais ça ne suffit pas. C'est aussi, est-ce que y a bien des contrats avec tout en amont sur la partie master à 100% et sans partie en édition, et est-ce qu'après... Est-ce que toute la chaîne... Voilà, est-ce que toute la chaîne effectivement va être clean, et est-ce qu'on sait que si on les contacte à 18h un vendredi, et qu'on doit partir en production, qu'on doit livrer la série, est-ce qu'on sait qu'on va avoir le contrat signé, ou est-ce que ça va être une tannée et on va devoir parler à 50 personnes, ça va mettre 4 semaines et ça va être foireux. Donc votre fiabilité. Voilà. Alors, tu as prononcé le mot supervision musicale. Ouais. Donc, en fait, il y a un autre département. En fait, vous avez racheté Criminal il y a pas très longtemps, qui fait de la supervision musicale. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Ouais. Alors, la supervision musicale, chez nous, représentée par la société, la marque et l'équipe Criminal, travaille pour les annonceurs ou les producteurs audiovisuels, mais surtout des annonceurs français, spécifiquement beaucoup de luxe et de cosmétiques en France, travaillent pour eux pour chercher, trouver, identifier la musique pour leur prochaine campagne, leur prochain défilé. Et là-dessus, c'est quelque chose de très important pour nous, pour compléter un petit peu notre offre, puisque d'un côté, voilà, on travaille, comme je disais, pour les artistes, de l'autre côté, pour les annonceurs, et dans ce cas-là, on travaille avec tous les ayants droit possibles du monde entier, et pas avec Alterka. Donc ça vous arrive de distribuer des chansons qui ne sont pas chez vous, c'est ça que tu es en train de nous dire? Alors là, on ne les distribue pas, Tu les synchronises. on obtient les droits pour le compte de notre annonceur, en tout cas de notre Ok. client qui est l'annonceur dans ces cas-là. D'accord. Et l'équipe va aller voir Universal, Warner ou des indépendants pour aller acquérir les droits d'édition, les droits master. Et ça vous Ça arrive peut de arriver. travailler... Ça vous arrive de travailler avec des réalisateurs de films, par exemple, en direct, et de les accompagner dans la création du... Alors tout à fait. Alors ça, c'est un autre volet. Alors encore. on en a pas. Il y a beaucoup de volets. Je suis hein. déjà perdue. Non, mais c'est normal. Il y a beaucoup de volets. Alors effectivement, chez Alterka, on a aussi effectivement une part agence compositeur qui s'appelle Talent. Et donc voilà, nous en gros. C'est une activité qui est complémentaire du travail de l'éditeur et du travail de synchro qu'on fait déjà. En gros, l'idée, c'est de tout simplement dire à des producteurs de films, à des réalisateurs, sachez que si vous voulez vous créer une BO unique,
vous pouvez non seulement, comme vous le savez déjà, synchroniser des titres du catalogue, mais en plus, si vous voulez une touche unique de Psychotic Monks, de Jimmy Woo, de French 79, de Kid Francescoli, si vous voulez créer une vraie BO qui de A à Z va vous faire une belle collection de chansons et que vous allez pouvoir décliner dans tout votre film, sachez que c'est possible et qu'on va vous accompagner pour ça. Parfois les films marchent pas et la BO elle marche. Parfois c'est l'inverse. Bon, on sait pas, mais en tout cas c'est un métier qu'on aime bien faire et qu'on a mis en place depuis quelques années et qui commence à bien prendre. Et voilà, on n'est pas agent comme un agent de compositeur de musique de film, on va dire standard classique, dont le métier c'est la composition de musique de film, qui va faire ça et que ça, ou quasiment que ça, en tout cas donc c'est l'activité principale. Nous on travaille avec certains de nos artistes qui sont qu'on développe au quotidien depuis des années pour leur apporter ce rôle-là supplémentaire de composer de la musique pour un film, et dont ce sera certainement pas l'activité principale. Je pense à Bachar Khalife par exemple, qui fait ça, qui a une carrière soliste, d'artiste, et puis en parallèle. Nous, quasiment tous les artistes qu'on accompagne sur la partie talent, de composition de musique à l'image, ce sont des artistes qui ont une carrière discographique à côté. Yann Tiersen, tu en parlais un peu en off, est-ce qu'il rentre dans cette case-là ? Alors Yann Tiersen, on ne l'a pas dans l'agence de compo, mais en tout cas, c'est un exemple d'un artiste qui fait des BO, et qui en plus a une carrière discographique live à côté, qui n'a pas forcément d'ailleurs de rapport toujours avec ce qu'on le connaît avec Amélie Poulain. Voilà, il est, comme on disait tout à l'heure off, c'est plutôt quelqu'un qui fait du punk, de la musique expérimentale, électronique avec des guitares et tout. C'est pas du tout l'image qu'on a de la valse d'Amélie. Mais en tout cas, nous les artistes qu'on développe dans l'agence, on essaye de vendre une touche, une patte. Tout à l'heure on parlait de la touche Tarantino. Tarantino il est fort pour sélectionner tel type de chanson. Nous on essaye aussi de sélectionner les artistes en disant que ça soit un Chapelier Fou, un French 79, ils ont une vraie touche, c'est à dire qu'on écoute quelques secondes, on reconnaît direct, on ne peut pas se tromper, on peut pas se dire ah non, on peut pas les confondre quoi. Donc nous c'est important d'avoir moi je dis souvent des Pokémon ou des cartes Panini, mais en fait qu'on puisse les identifier. Il y a trop de références. Celle-là, je la connaissais pas. Ou Bioman rouge, jaune et vert. D'accord, ça parle pas aux gens qui nous écoutent. Il faut arrêter les références cheloues, les gars. Pokémon, si. Pokémon, oui, mais Bioman rouge, c'est les années 80. Laisse tomber. En tout cas, voilà, il faut que ça soit facilement identifiable pour que justement, quand on va voir un réalisateur de film, ils se disent ah bah ok, je veux plutôt tel type de sonorité, tel type de suite d'accords, tel type d'émotion. Mais eux, ils connaissent, c'est leur génération. C'est pour ça. Mais moi, ce que je voudrais comprendre, c'est dans ce cas-là, le but du jeu, c'est pas de leur dire on sait tout vous faire, on va tout vous faire. Oui, voilà, tu leur trouves justement ce qu'ils veulent. Mais dans ce cas-là, il y a un travail assez étroit entre le réalisateur et le compositeur. Tout à fait, ouais. Parce que quand on a reçu Séverine Aberviel, elle nous expliquait justement les compositeurs de films aujourd'hui. C'était à l'arrache, 3 semaines avant, pendant le montage, on leur dit voilà, faites ça. Quand parfois ils sont remplacés par un autre. Parfois c'est à l'arrache, parfois il y a ça met vachement Il n'y a temps. pas cette relation étroite du réal et du compositeur. En tout cas, pas dans tout le processus. Dans le processus créatif. Ça peut arriver. Nous, on a eu le film avec le film de Reza Kateb où il a fait appel à French 79, ils ont pris contact très très tôt, ils se sont vus avant de composer la moindre musique, et ça a été un processus qui a duré un an et demi. Ah oui, donc là il y a un vrai travail ensemble. Et moi je peux dire que j'ai été témoin de ça. Au bout d'un moment, nous, notre rôle est même de s'effacer, parce que quand tout fonctionne bien entre le réalisateur et aussi le monteur qui a un vrai rôle, et l'artiste, le compositeur, si tout se passe bien, nous on n'a presque plus rien à faire. On est aussi là pour initier, arranger des choses ou artistiques ou autres. Voilà. Si tout se passe bien, notre rôle est volontairement de s'effacer. Est-ce que quand les artistes que vous représentez, vous avez eu l'occasion de les rencontrer ? Vous les côtoyez ? Bien sûr, c'est que des artistes avec lesquels on a une relation forte et humaine, et des gens à qui on sait qu'on peut faire confiance, à qui surtout on sait qu'on peut demander de faire ce travail-là et qu'ils vont pouvoir se mettre à la disposition de quelqu'un. Parce qu'il y a plein d'artistes qui sont très très forts mais qui sont un peu timides ou ermites ou qui veulent pas changer leur process de leur studio, quoi. Et c'est pas forcément du coup c'est pas ces artistes-là qui vont être faciles à pitcher et si par chance si on arrive à les placer, ça va être
assez douloureux parce que s'ils sont pas comme ça, il y a des artistes qui sont pas faits pour faire de la scène ou pas On se faisait cette réflexion hier. C'est un peu la même chose, en fait. Il y en a beaucoup pour qui la synchronisation, c'est un peu une des rares options de faire de l'argent, parce que la scène, c'est pas forcément... Tout à fait. Il y a différentes manières d'exploiter la musique, et la synchro, c'en est une. Mais justement, juste pour revenir sur French 119, c'est ça qui est intéressant, c'est parce que c'est un processus qui a été assez long. C'est pas le t-shirt que tu portes d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Je suis corporate. C'est une bonne, c'est l'occasion de le dire. D'ailleurs, justement, j'étais en tournée américaine avec Simon, donc French 79, et donc c'est là que j'ai eu le t-shirt pendant qu'il vendait au merch sur sa tournée américaine. Tu as quand même acheté le t-shirt Teenagers. Il me l'a donné. Voilà, je suis un Teenagers. On est des la bioman rouge, jaune, rose et bleu. Voilà, ça crée un peu tous les bioman. Et Simon, donc il était à la fois en tournée, donc c'est-à-dire que tous les soirs, il donnait un concert dans une ville différente. Donc Denver, Phoenix, Los Angeles, San Francisco, ainsi de suite. Et on était dans un tourbus, donc c'était comme vous imaginez un bus comme vous voyez dans les films, dans les biopics. Et donc dans son bus, il avait installé un petit studio mobile et dans lequel il faisait des calls la nuit après les concerts, genre à 3h du matin. Donc il devait être, je sais pas quelle heure il était en France, mais genre fin de soirée, fin de journée en France, avec Reda Kateb qui lui faisait des comments sur les titres qui venaient, parce qu'en fait il le faisait pendant la tournée. Alors il avait commencé chez lui, après il l'a fini aussi dans son studio chez lui, mais voilà, il l'a fait là, donc c'est un peu à l'arrache comme tu disais. Donc voilà, quand tu es obligé d'avancer, faut avancer. Si tu es en tournée, tu trouves des moyens d'avancer quand même en tournée. Studio portatif, quoi. Voilà. C'est génial. Et après, Reda Kateb est venu quelques jours aussi à notre studio dans nos précédents bureaux avec son monteur et avec Simon, et ils se sont vus tous les trois. Un peu comme dit Gilles, moi je me suis effacé au bout d'un moment parce que ça sert à rien d'être 50 dans le studio pour faire de l'editing ou des retouches. Et ils se sont parlé justement, ils ont calé plein de choses avec le monteur et Reda et Simon, et leur travail effectivement ça a été de finaliser un peu la BO dans les studios chez nous, et nous après à la toute fin on a aussi exploité cette BO en streaming, en la distribuant en digital. Donc voilà, c'est vraiment un truc ça part de très loin et on est super en amont, super en aval, mais on est toujours un peu là, mais on n'est pas forcément au quotidien, on n'est pas forcément dans toutes les discussions, toutes les boucles d'email entre le compositeur. Justement, à la grande différence des labels qui avaient des droits à 360 sur les artistes, quand un artiste vous approche, il choisit un peu à la carte ceux avec quoi il veut travailler avec vous. Comment ça se passe ? En fait, notre métier, c'est quand même d'accompagner les artistes créateurs, donc interprètes ou auteurs, compositeurs ou les deux. On travaille avec beaucoup de gens qui font les deux. C'est de les accompagner, de les aider à se développer, de créer une carrière. Donc, nous, on ne fait pas de live. On n'est pas un tourneur, un producteur de spectacle. On n'est pas des managers non plus, même si des fois, des artistes qui n'ont pas de management et qui ont un besoin spécifique d'être accompagnés, on va le faire. Mais notre métier, c'est de les accompagner. Et nous, on a développé, on va dire, une gamme de... ça fait très corpo, mais une gamme de services, en tout cas de services qu'on apporte à nos artistes selon leurs besoins, selon ce que nous, on a envie de faire, selon ce qu'on est capable de faire. Donc nous, avec les créateurs, donc auteurs, compositeurs, interprètes, ou avec nos partenaires qui sont des producteurs eux-mêmes ou des éditeurs, on va leur apporter différents types de services, y compris donc voilà, ces soutiens-là, des soutiens en promotion, des soutiens sur les plateformes, des soutiens avec des attachés de presse, des soutiens financiers. Ça passe aussi par là pour qu'eux puissent ensuite se développer et investir ce qu'ils veulent comme ils le veulent. J'ai failli rebondir, vas-y. En fait, quand on voit aujourd'hui l'entourage d'un artiste, l'équipe, donc le producteur, le tourneur, le DA, le label, etc., quelle est sa place encore aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est centrale ? Est-ce qu'il contrôle encore ce qu'il fait ou est-ce qu'il est plutôt contrôlé par cet environnement ? C'est vraiment du cas par cas en fonction de ce qu'il est, ce qu'il fait, son rôle et où il veut aller, où il a vocation à aller ou parfois là où on veut l'emmener. Et des fois, on veut l'emmener à un endroit où il ne veut pas. Nous, on ne fait pas ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On voit des fois des artistes qui cherchent à avoir une carrière et qui peuvent être en conflit avec leur label, leur producteur, parce qu'ils veulent les emmener sur une cible qui ne les... Là, on parle vraiment de marketing, ce qui n'est pas vraiment
notre manière de travailler, mais vers une cible ou une audience qui ne lui correspond pas. On voit des artistes qui changent de carrière au fur et à mesure, par choix, ou des fois en fonction de circonstances, d'opportunités, et ça leur convient ou ça leur convient pas. Mais c'est quoi votre critère de sélection des artistes? Comment un artiste frappe à votre porte et qu'est-ce qui se passe? En bas, il frappe. Et on répond pas. Non, il n'y a pas de... En termes artistiques, tu veux dire? Ou qu'est-ce qui fait que vous allez commencer à travailler avec un artiste? Déjà, est-ce qu'on arrive à entamer une discussion avec l'artiste? Est-ce qu'on voit que ça va être facile? Est-ce que ça va être agréable? Est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble? Parce que quand on va se mettre à travailler ensemble, ça va durer longtemps. Généralement, c'est pas juste 5 minutes. Donc, si on sent que ça va être compliqué, on n'y va pas trop. Puis après, voilà, comme disait Gilles, on regarde là où on peut s'insérer dans l'équipe de l'artiste, dans sa structuration. Parce que parfois, ils veulent bosser avec nous, mais en fait, c'est pas possible. Tu as déjà un éditeur, tu as déjà ceci, tu as déjà cela. On voit pas vraiment où s'insérer. Ça va faire doublon ou ça va être en conflit. C'est pas possible. Donc voilà, ça, c'est la deuxième chose. Et puis, troisième chose, c'est vraiment un truc purement artistique. Nous, on est éclectique, on est généraliste. Mais en tout cas, voilà, il faut que ça plaise aux équipes, qu'il y ait quand même un coup de cœur. On se dise, ça, c'est quelque chose parce qu'on nous, on va vivre avec cette musique-là. Les équipes, elles écoutent cette musique-là tous les jours, donc on peut pas bosser sur un truc qu'on déteste. Ça me fait penser à Bon Entendeur avec Le Temps est bon, les gars, vous avez inondé la France quand même, parce que tout le monde l'a entendu un milliard de fois. Quoi. Non mais je veux dire, c'était pas prévu que ça buzz à ce point-là, ce son. En fait, c'est un titre qui a déjà marché au Québec en début 70, qui après a quand même eu une vie, parce qu'il y a eu... c'est rejoué dans des télécrochets type The Voice au Québec depuis très longtemps. D'accord. Il y a aussi eu une grosse synchro avant qu'on arrive pour Xavier Dolan. Il y a quelques années, Bon Entendeur a remixé ce titre, l'a samplé. Et nous, on est rentré dans la boucle et on a eu la chance de pouvoir le travailler. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de synchro avec ce titre. Et c'est vraiment un titre qui maintenant est dans l'inconscient collectif. Ça représente la France. D'ailleurs, il suffit d'aller parfois sur le compte de la ville de Paris sur Instagram, ils le mettent. C'est vraiment un truc, ça représente la France en fait, c'est vraiment un titre étendard, alors que c'est un titre québécois. Et c'est presque incroyable de savoir que la France un peu est passée à côté depuis les années 70, elle ne l'a découvert que mais d'ailleurs, l'expression Le Temps est bon, ça va c'est pas français d'ailleurs, le temps français quoi, quand on y réfléchit. Mais c'est ça qui est fort, c'est que c'est un gimmick, et maintenant. Et puis de quoi par la chanson aussi, c'est très limite si on fait attention aux paroles. C'est une peu provoque, chanson, je sais pas. Un peu libertine, quoi. Hippie, libertine. Oui, c'est ça. Voilà, mais en tout cas, ça reprend. Un peu comme tout à l'heure, quand on parlait d'Yann Tiersen. Yann Tiersen, au départ, sa musique, quand même, pour la valse d'Amélie, qui est censée représenter Paris, Montmartre, ça aurait été de la musique bretonne. Donc, c'est pas du tout. C'est drôle. C'est pas de la musique de Paris. C'est clair. C'est ça qui est drôle. Là, pareil, Le Temps est bon, c'est devenu une chanson française. Par adoption un peu, mais grâce au succès de la version Bon Entendeur. D'ailleurs, on se demandait qu'est-ce qui tourne dans vos playlists en ce moment? Dans nos playlists, on écoute des choses très très variées. Alors c'est vrai qu'on est... La tienne, personnellement. Alors la mienne, parce que Gilles, je vais pas faire la blague, mais... Attends, je vais reposer ma question. Qu'est-ce qui tourne dans la playlist de Gilles? Dire Straits. Je rigole. Claude Herbuch, il aime pas trop Dire Straits. Si, j'ai grandi avec ça quand j'avais 13-14 ans, mais ça ne parle plus à mes jeunes. Nos jeunes ne savent même pas ce que c'est, évidemment. Mais si, quand même, Dire Straits. Moi, je vais écouter à mon fils. Ah ouais, bien sûr, on adore. On écoute non, mais en vrai on écoute beaucoup de choses du catalogue ou des catalogues qu'on représente. Alors en ce moment on écoute en plus c'est la saison des festivals, donc on écoute beaucoup le tube de Blaise Faye avec Maureen, Money Pull Up, qui est un énorme tube TikTok, mais voilà, que tout le monde adore au bureau, c'est vraiment un super titre. On a beaucoup écouté Claude, qui tourne beaucoup en ce moment. À We Love Green. Après, on écoute beaucoup de back catalogue, donc c'est-à-dire des choses qu'on a signées il y a très longtemps, parce qu'en fait, ça marche aussi, et on nous les demande en synchro, donc du Kid Francesco et des French 79, pas forcément... là, par exemple, ils n'ont rien sorti depuis 2 ans, les deux. On écoute toujours beaucoup de choses comme ça. Et puis après, on essaie de découvrir toujours des nouveaux artistes. J'ai écouté hier Alani, qui sort un nouvel album chez No Format, dont on gère les éditions. Voilà. Je l'avais interviewé à l'époque quand je te joignais.
C'est un un live super avec artiste, elle, l'album est trop beau. Là. elle a une voix incroyable. C'est vraiment incroyable. On écoute aussi beaucoup Baby Solo 33, qui est une artiste de notre label Rap Jeune à Jamais, qui sort son projet là. Les équipes sont pas mal mobilisées sur ça. Mais là, tu fais de l'autopromo, là. Moi, je veux ce que toi, t'écoutes sur ton Spotify aujourd'hui, là, en arrivant, en venant sur ton vélo. Parce qu'en vrai, c'est pour ça que c'est important, ce qu'on disait tout à l'heure, je vis vraiment avec la musique du catalogue, et les équipes vivent avec la musique du catalogue. C'est pas pour faire de l'autopromo. Et tu vis avec Primal Scream et Oasis. On est hier soir, on allait voir Primal Scream. Si vous avez des tickets pour Oasis, n'hésitez pas à nous contacter. Des tickets de train. Des tickets de train et hébergement. Et moi, je marche par obsession, donc en ce moment, je suis dans mon obsession Dylan. Voilà, ça va durer encore 2, 3, 6 mois, et puis après, je passerai à autre chose. Ah, ça peut durer 6 mois, l'obsession. Moi, j'étais sur Leonard Cohen la semaine dernière. Voilà, mais j'y reviendrai aussi à un moment. Ok. Je vois que personne me demande. Si, vas-y. Non, c'est bon, je vais pas vous dire. Je plaisante. On m'a pas demandé juste. Écoute, moi, en vrai, là, en ce moment, je suis en mode rap français, années 90-2000, un peu à l'ancienne et tout, mais... Les NTM et autres. Exactement, NTM, Booba, La Fouine, je sais pas pourquoi. Vous avez des phases ? Est-ce que vous avez tous des phases ? Oui, complètement. Je n'ai que des phases. Moi, je marche que par obsession. Moi aussi. Mais elle dure pas 6 mois. Ah, 6 mois, elle dure 2 semaines, 3 semaines, et hop, après, je passe à autre chose. Et puis, je passe un grand écart, quoi. Je peux être... Demain, c'est Fayrouz, tu vois, genre... Après, quand c'est Dylan, l'obsession, elle peut durer longtemps, parce que la discographie... Il y a beaucoup de choses aussi, ouais, c'est vrai. Tu peux choisir un peu, mais tu es obligé de tout écouter en boucle. On parlait de festival plus tôt, donc est-ce que c'est vous qui placez vos artistes ? Par exemple, Claude à We Love Green ce week-end, c'est vous qui l'avez placé ? Non. D'accord. Très bien. Non, parce que ça, c'est le travail des tourneurs, des producteurs de spectacles ou des tourneurs. Voilà. Eux, leur travail, justement, c'est d'être en relation avec les salles de concert, avec les festivals, avec les gens en fait, qui montent des événements. Et un peu comme nous, ce qu'on fait en synchro, leur travail, c'est de vendre, d'avoir un joli roster, d'aller voir ces acheteurs de prestations scéniques pour leur vendre une prestation scénique pour leur festival. Oui, évidemment, vous récupérez le bénéfice parce que les gens vont aller écouter. Voilà, et après, il y a de la SACEM qui s'enclenche sur ça. Et vice-versa, le stream et tout ça bénéficie aux producteurs de spectacles pour pouvoir placer et au festival. En fait, il faut vraiment bien comprendre que la musique, c'est tout un écosystème assez complexe, pas compliqué, mais complexe de droits et d'exploitation différentes et de rôles différents, à commencer par auteur, compositeur et interprète, et un bon équilibre et d'avoir les bons partenaires partout et qui s'entendent bien et qui se parlent et qui sont capables de s'entraider et dans un timing qui correspond aux uns et aux autres. Mais voilà, c'est tout un écosystème qui se parle, qui doit se parler, qui doit comprendre que l'intérêt de l'artiste bénéficie à tout le monde. Ça fait quand même 20 ans quasiment que vous bossez ensemble, les gars, avec Guillaume. Qui habite juste en face. On va donner l'adresse de Guillaume avant la fin de l'épisode. C'est quoi le secret de la longévité de cette relation à trois ? Ah, c'est pas évident, hein. Alors, je vais répondre autrement. Le secret d'Alterca, on me l'a souvent posé, c'est justement notre longévité à tous les trois. Je crois qu'en 18 ou 19 ans ou 20 ans, on n'a jamais été en désaccord fondamental. On a une confiance absolue les uns envers les autres, qui nous apporte des réussites et parfois des échecs sans jamais que ça crée de conflits entre nous. On se suit, on se fait une confiance aveugle et on est très content de bosser dans la musique, mais je pense que si on avait fabriqué et vendu des verres, on aurait la même réussite. Parce que je pense que tout repose sur toute cette longévité, cette création et développement sur le long terme repose là-dessus. C'est beau. Et j'ai pas d'autres même conseils. C'est beaucoup de travail et puis après on essaye de quand même. Et on essaye de s'entourer aussi de recruter des personnes qui sont cool. Bien sûr aussi. Mais avec qui on s'entend bien aussi. C'est important d'avoir des équipes aussi avec qui on s'entend bien et qui sont l'humain, pros. c'est vraiment le fil conducteur de tout ce que vous avez construit. Ouais, et on a construit et notre catalogue et notre relation avec les artistes et nos équipes, parce qu'on en parle. On n'en a pas beaucoup parlé ici spécifiquement, mais on a une équipe de à peu près 50 personnes en ce moment. Et, je pense et j'espère que tout le monde le sent bien, mais on a assez peu de turnover et on a beaucoup de gens qui restent et qui sont là depuis très longtemps. Donc voilà, on essaye de construire notre équipe qui est là pour aider les artistes à notre image. Quand on vous a rendu visite, vous étiez en train de monter un studio de musique. Et tu as dit tout à l'heure production.
Donc, tu as mentionné ça. Quel est le projet? What's cooking? Le projet. C'est un studio qui a la spécificité de devoir répondre à 2 critères, en fait. On a une partie audiovisuelle avec Criminal et on fait beaucoup de prod et de post-prod audiovisuel. Et on a cette partie globale chez Altercal, artistique. Et le studio doit répondre à ces deux besoins, donc de travailler pour l'audiovisuel, pour des annonceurs et finaliser la musique et l'édit de la musique à l'image, et à des artistes de pouvoir venir produire, composer, initier des collaborations entre nos artistes qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas. Ouais, c'est un peu comme un laboratoire en fait. Exactement, c'est un laboratoire génial. pour créer de la musique. Ouais. Quel est le business model derrière ? On n'en sait rien. On a longtemps travaillé avec des artistes qui sont en totale autonomie de création. De plus en plus, on avait besoin d'avoir ce studio qu'on n'avait pas depuis longtemps pour les aider à créer. Et on va les aider et on va initier aussi des collaborations comme tout éditeur ou tout producteur fait. Dernière question. Comment vous voyez l'évolution de la musique dans les années qui viennent ? Est-ce que vous avez une perception de la chose assez claire ou est-ce que c'est un peu flou ? C'est totalement flou, l'IA étant une des variables assez menaçante, effrayante, tout en étant sans doute une manière de créer de la musique autrement, sans doute plus facilement. Nous, on ne s'y est pas mis. On n'a pas envie de s'y mettre. Je crois que c'est pas notre métier et ça ne le sera pas. Donc, quel va être l'avenir de la musique sans être attentiste? C'est assez inquiétant au minimum, même si on n'en ressent pas les effets aujourd'hui. Mais on sait que beaucoup d'articles sont parus sur le fait que sur des plateformes, il y a 20% de titres par jour qui sont poussés en avant aussi 20%. De titres qui sortent. Alors déjà, avant ça, il y avait beaucoup de titres chaque jour qui sortaient. Je crois qu'on parlait à un moment de 100 000 titres dans le monde chaque jour. À vérifier. Et maintenant, on parle de 20% de ça. Ça peut être plus. Ça fait beaucoup quand même. 100 000 par jour 100 000 par jour dans le monde. Ah ouais. Tu fais à l'année, tu comptes, ça fait des petits bouts pour quel que soit le producteur de ces musiques par IA, de toute façon, ça crée un vrai problème de musique qui n'est créée vraiment par personne, avec des droits qui ne vont pas à des ayants droit créateurs. Donc c'est vraiment une captation, au final, une captation de richesse par des industries, d'une certaine manière, qui captent la richesse des créateurs. Merci, et on a une petite tradition quand on termine Agent Double, mais là vous êtes 2, alors il faut que je le fasse bien. Agent Olivier, agent Gilles, mission accomplie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir de partager cette conversation avec vous. Merci. De même. Merci les gars. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et maintenant, c'est à vous d'entrer en action. Votre mission, si vous l'acceptez, laissez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Abonnez-vous au podcast, à notre chaîne YouTube et à notre compte Instagram pour des contenus exclusifs. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous. Agent Double est un podcast indépendant. S'il vous a plu, et pour qu'on puisse continuer à le développer, vous pouvez nous soutenir en cliquant sur le lien dans le descriptif de l'épisode. On compte sur vous et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro d'Agent Double.